Donc, pour commencer ce webinaire, Réseau Femmes, c'est un organisme provincial qui comporte désormais 14 regroupements à travers la province et qui vise à connecter les femmes francophones de Colombie-Britannique. Ce webinaire est réalisé en partenariat avec la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique et Réseau Santé, dans le cadre du programme Aider sans se brûler, qui est un programme visant à apporter des outils et du soutien aux personnes aidantes de la province. Les personnes aidantes, ce sont pour les enfants à besoins spéciaux, les parents en particulier, qui sont présents pour leurs enfants et qui vont s'occuper de leurs besoins particuliers. On a déjà 3 webinaires qui ont été réalisés pour les parents d'enfants à besoins spéciaux et qui sont visibles sur la chaîne YouTube de Réseau Femmes. J'enverrai tout ça après notre session de ce soir. Le prochain webinaire, je le redirai à la fin, ça sera une deuxième version du trouble de l'attention, puisqu'on a eu une première version, une première partie en juin qui a vraiment enthousiasmé tout le monde et pas mal de gens ont envie d'aller plus loin, d'avoir d'autres outils. Donc, c'est ce qu'on proposera en janvier, le 21 janvier à 20 h. Alors, merci à tous d'être connectés pour cette présentation. Et je vais laisser la parole à notre orateur ce soir, Serge Lacroix. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais très brièvement me présenter et assez rapidement me lancer dans les diapositives. J'en ai préparé là, plus d'une trentaine. J'espère que vous allez pouvoir écouter rapidement parce que je crains de devoir parler rapidement. Je vais me présenter, je vais donner une définition et parler des catégories de la dyslexie. Ensuite, on va regarder certaines questions. Je vais ensuite parler de l'évaluation de la dyslexie. On va regarder aussi une autre série de questions. Je vais ensuite parler des interventions et on va regarder là, les questions en lien avec l'intervention. Et ensuite, on aura là, vers 21 h la période de questions là, officielle. Donc, qui je suis très rapidement? Je suis professeur associé en psychologie scolaire et de l'enfance à UBC depuis une dizaine d'années. Je suis aussi psychologue en pratique privée ici à Vancouver depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé avant ça au Québec et aussi en Ontario. J'ai été formé en partie au Québec et j'ai fait mon doctorat ici à UBC. Et finalement, j'ai travaillé au développement de tests. Je suis l'auteur de l'échelle francophone d'appréciation du rendement, qui est un test de rendement qui mesure les habiletés en lecture, écriture et mathématiques. C'est important de retenir cette information-là parce que ce sera directement en lien avec l'évaluation de la dyslexie. Donc, si on plonge dans le sujet, je vous donne tout de suite un bon exemple de dyslexie pour vous dire qu'il existe différents types de dyslexie. Peut-être que vous en reconnaissez déjà dans la diapo qui est là. Donc, la dyslexie, qui était auparavant appelée simplement un trouble spécifique de la lecture, c'est vraiment tout ce que c'est. C'est vraiment une difficulté d'acquisition de l'habileté en lecture. Cette difficulté-là, elle se traduit de différentes façons, soit du côté du traitement des lettres, traitement des graphèmes, des graphies, ou du traitement des sons, et très souvent de la combinaison graphème-phonème, donc la combinaison lettres et sons. Et vous allez voir que cette expression-là va revenir assez souvent. Donc, très spécifiquement, la dyslexie, on la définit comme un trouble de l'identification des mots écrits. Et c'est vraiment dans ce traitement-là, de cette information-là visuelle, des mots écrits, qu'on retrouve la première expression, si on veut, de la dyslexie. C'est quelque chose qui est une atteinte constitutionnelle du cerveau. Donc, c'est vraiment, on parle de lésions ou d'erreurs de développement dans le cerveau. Et c'est ce qui fait que c'est une condition qui est chronique. Dans la définition du ministère de l'Éducation, aussi dans la province, on insiste sur ce phénomène-là, que c'est quelque chose qui demeure, même si on arrive à corriger les impacts de certains symptômes, on va toujours dire que la dyslexie, elle est présente. C'est un trouble d'origine neurologique, mais aussi génétique. Il y a une très forte composante génétique. La plupart du temps, quand on demande à un parent s'il se reconnaît dans les troubles de lecture, dans la dyslexie de son enfant, je peux vous assurer qu'une très forte majorité, là, il y a un des parents qui arrive à dire « oui, ça me ressemble exactement quand j'étais en 3e année » et vraiment vont être capables de se reconnaître au même niveau scolaire que l'enfant qui est évalué. Donc, c'est quelque chose, forte composante génétique.
ce qu'on va dire aussi, c'est que la dyslexie n'est pas une maladie en soi, c'est vraiment un symptôme qui se manifeste là, dans la situation du traitement de l'information écrite. C'est-à-dire que l'enfant aura des difficultés à bien voir, à bien décoder l'information qui est devant lui. Puis, je vais vous montrer là, différents exemples où on voit qu'il y a des confusions à la fois dans les lettres. Vous avez peut-être déjà entendu parler des inversions, inversion de lettres, inversion de son. Donc, c'est vraiment dans ce traitement de l'information visuelle que s'amorce la dyslexie, s'amorce les premiers symptômes de la dyslexie. Et comme je mentionnais, vraiment, c'est quelque chose de biologique, neurologique, psychologique, organisationnel et aussi linguistique. Donc, vous pouvez voir que c'est assez complexe comme difficulté et c'est aussi quelque chose qui est hors de l'aspect motivation. Ce n'est pas parce que l'enfant ne veut pas apprendre à lire qu'on va dire qu'il est dyslexique. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans sa biologie, dans le fonctionnement de son cerveau. Et c'est quelque chose aussi qui va jouer sur le côté à la fois psychologique, organisation, quand on parle d'organisation et de traitement de l'information, et linguistique parce que justement, c'est quelque chose qui va se généraliser. La majorité de nos enfants sont au moins bilingues, sinon multilingues. Donc, la dyslexie, là, elle ne sera pas seulement en français, elle va exister dans l'ensemble des langues qui seront parlées. Donc, ce caractère linguistique, il est présent. Si on regarde tout de suite certaines des questions qu'on a par rapport à la définition, puis on va voir, là, il existe 3 types de dyslexie. On va parler tout d'abord, je ne vois pas, bon, dyslexie phonologique. Donc, celle qui est en lien avec le décodage, c'est-à-dire le déchiffrage de cette correspondance-là, graphème-phonème, c'est-à-dire traduire la lettre qu'on voit en un son. Qu'est-ce qui fait que le B a le son B? Comment est-ce qu'on a donné ce son-là? L'enfant doit accepter le caractère arbitraire de l'exercice et arriver à traiter cette information-là. Et comme souvent il aura de la difficulté, on va commencer à parler de dyslexie. Puis on en parlera très tôt dans le développement parce qu'aussitôt que l'enfant sera exposé à ses premières lettres, à ses premiers sons, puis souvent ça va arriver là, même avant la maternelle, on commencera à avoir des indications de la dyslexie. Quelqu'un demandait à quel âge est-ce qu'on peut le voir. On peut avoir des indications en sachant aussi, puis c'était une autre question qu'on avait, en sachant qu'il y a certaines erreurs, certaines confusions qui sont normales et acceptables dans le développement. Et il faudra graduellement distinguer lesquelles sont inappropriées, si on veut, selon le contexte, puis surtout selon le stade de développement de l'enfant. C'est-à-dire que si on parle d'un enfant qui est au préscolaire versus un enfant qui arrive à la maternelle première et jusqu'en 3e année, disons. Une autre manifestation, si on veut, de la dyslexie phonologique, c'est cette idée-là d'omettre ou de substituer différents sons à l'intérieur d'un mot. L'enfant qui lit un mot de 3 ou 4 syllabes, mais qui systématiquement néglige les syllabes médianes, c'est-à-dire celles qu'on voit là, dans le milieu du mot, ou qui va inverser un peu comme dans mon exemple du début, quand on parle de dysdexie au lieu de dyslexie. C'est qu'on se met à inverser certains sons ou, à l'occasion, on va inverser certaines lettres. Et donc, plutôt que de dire dyslexie, on pourrait dire bislexie, parce que souvent le B et le D sont confondus. Donc, même en position initiale, la lettre sera confondue, puis là, on peut imaginer la sorte de difficulté que ça peut causer, parce que si déjà le premier son du mot est prononcé avec erreur, c'est certain qu'on risque de transformer le sens du mot qu'on est en train de lire et de là transformer ce qu'on aura comme difficulté. On va appeler les enfants qui ont la dyslexie phonologique des enfants qui vont lire surtout par les yeux parce que justement le côté phonologique, c'est-à-dire le son associé aux lettres, il n'est pas juste. Donc, ce manque de précision-là fait qu'il y a une emphase ou un suremphase placé sur l'aspect visuel et avec des faiblesses du côté décodage, du côté oral. Un deuxième, si je continue pour la dyslexie phonologique, une autre chose qu'on va voir, c'est que l'enfant, plutôt que de lire une phrase, va plutôt lire un amalgame de syllabes.
Donc, si on avait la phrase au lieu de lire, l'enfant lit O, lit, E, de, lit, re. Et donc, c'est seulement des syllabes. On arrive à la fin de la phrase et déjà, on a perdu le sens. Ça deviendra très difficile de comprendre ce qu'on vient de lire parce que ce qu'on aura lu, comme je dis, ce sera un amas de syllabes et quelque chose qui deviendra très rapidement là, insensé, impossible à comprendre là, pour le lecteur. Ce qui se passe assez souvent aussi pour ces enfants-là, c'est que cette lecture-là, bien, elle sera à la fois impulsive et imprécise, ou assez souvent, elle sera très, très lente parce que vous imaginez, syllabe par syllabe, cette lecture perd de sa fluidité. Vraiment, on est aussi à perdre du sens à mesure que le temps passe en sachant que, en principe, on a environ 1/10 de seconde pour traiter une syllabe ou une graphie parce que l'œil, de façon naturelle, va passer à la suivante. Donc, imaginez, là, si on parle d'environ 0,1, 0,2 secondes avant de passer à la syllabe suivante, l'enfant n'a pas le temps de décoder, il ne reconnaît pas le mot, donc il est constamment à revenir, ce qui affecte sa fluidité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 2/3 des enfants qui sont dyslexiques ou des personnes qui sont dyslexiques ont une dyslexie de ce type-là, une dyslexie qu'on appelle phonologique. On va aussi qualifier, si on veut, les enfants dyslexiques ou les personnes dyslexiques de devineurs. C'est-à-dire qu'eux essaient de deviner les mots parce que, justement, en lisant syllabe par syllabe, ils n'ont pas compris le mot. Donc, ils vont plutôt essayer de deviner le mot qui est devant eux. Puis, je vous donne l'exemple de chapeau et chameau. Bien, ils ont vu le chat du début, ils voient EAU à la fin. Probablement que ce sera chapeau parce que c'est plus familier, c'est plus commun pour eux de lire chapeau. Puis ils vont le confondre avec chameau, qui était peut-être le vrai mot dans la phrase. Et comme ils n'arrivent pas à donner de sens à ce qu'ils ont lu, ce sera de deviner chapeau, ça pourrait être château, ça sera quelque chose où eux vont essayer de trouver un mot qui pourrait être à peu près celui de la phrase, simplement sur sa présence physique dans la phrase. Donc, visuellement, chapeau, chameau est assez près, il y a une lettre de différence. Pour eux, ils ne font pas cette différence-là, donc vont se mettre à deviner les fameux mots. Une chose aussi qu'on voit, c'est toutes sortes d'erreurs de décodage, c'est-à-dire qu'ils vont se tromper dans les syllabes, comme je disais, chapeau et chameau peuvent être confondus. Eux continuent à lire, même si le sens de la phrase a été complètement transformé. Pour eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment de continuer, d'imaginer une sorte de fluidité dans leur lecture et donc au prix de la compréhension, vont continuer à lire, vont continuer à essayer d'arriver au bout, si on veut, de la phrase ou du paragraphe. Je vous donne un autre exemple ici. On a le mot cygne et le mot singe. Donc, complètement différent, vous imaginez, comme sens, mais la personne qui a ce type de dyslexie va continuer à lire sa phrase et peu importe s'ils ont lu cygne ou singe, la phrase se continue et au bout du compte, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez compris? Aucune compréhension parce que d'un, ils auront oublié la confusion entre cygne et singe et ce ne sera pas la seule erreur qu'ils auront faite dans le paragraphe. Donc, ils seront constamment en train de perdre du sens à mesure qu'ils avancent dans cet exercice-là qui, pour eux, est seulement du décodage. Souvent, on va voir chez ces personnes-là toutes sortes de confusions dans les sons, c'est-à-dire, par exemple, peuvent lire feuille pour feuille, peuvent inverser aussi des lettres parce que visuellement, c'est un peu comme le mot n'est pas statique devant eux. On va souvent entendre les mots se promènent sur la page, les mots bougent. Ces gens-là vont perdre leur place. Ils ne lisent pas d'une ligne à une autre, ils sautent des lignes, sautent parfois des mots parce qu'ils vont se perdre visuellement. Donc, vont inverser des lettres, confondre certains sons, vont inverser les lettres classiques, le B, le D, le P, le Q. Même chose aussi en passant du côté des chiffres, peuvent inverser un 6, un 9. Vont aussi avoir des lettres en miroir, surtout quand ils se mettent à écrire. C'est-à-dire que cette inversion-là qu'ils ont en lecture va aussi se retrouver en écriture. Donc, pas simplement le B, le D, le P, le Q qui vont continuer à confondre à l'écriture,
mais on retrouvera aussi le même phénomène à l'écrit. À cela va s'ajouter cette idée-là des fameuses lettres miroirs, c'est-à-dire le F, plutôt que d'être dans ce sens-là, mais sera dans l'autre sens, et ainsi de suite pour plusieurs autres lettres. Ce que ça fait, c'est qu'à l'occasion, une lettre devient une autre lettre, comme le cas du B et le D. Donc, ça change le mot qu'on est en train de lire. Tandis que si on a une lettre miroir, le mot risque d'être quand même bien lu. Le fameux F qui est présenté à l'envers va quand même leur permettre à l'occasion de lire feuille, mais il va s'ajouter d'autres erreurs là, qui viennent avec ça. Une autre chose qui est très difficile pour eux, un peu sur l'idée de lire par syllabe, les grandes difficultés de ce qu'on appelle la segmentation lexicale n'arriveront pas à séparer les mots de façon juste parce que pour eux, tout est syllabe. Donc, chacune des syllabes fait comme un très, très long mot et on a oublié de séparer les mots qui nous auraient permis encore là de donner du sens à ce qu'on lit. Et finalement, un autre type d'erreur là, qui est assez fréquent, c'est cette idée-là, cette incapacité, si on veut, à lire de nouveaux mots. Des mots qui sont rares, des mots qui peuvent avoir un orthographe particulier. Pensez à toutes les exceptions qu'on peut avoir en français. Pour eux, reconnaître cette exception-là est impossible parce que la combinaison de lettres nouvelles qui donne un son qui est peu familier va faire en sorte qu'ils n'arriveront pas ou qu'ils risquent de ne pas y arriver, à moins éventuellement de connaître le mot lui-même. Prochaine sorte de dyslexie, prochain type, c'est la dyslexie qu'on appelle lexicale. Et là, c'est vraiment cette difficulté-là à reconnaître les mots dans leur ensemble. Donc, un mot qu'on va lire globalement, donc on n'est plus dans la lecture syllabique, on est vraiment dans cette lecture-là globale, ils n'arrivent pas à reconnaître ces mots-là, particulièrement les mots qu'on appelle irréguliers. On voit souvent femme, monsieur, fusil, tous des exemples où on a des sons. Pourquoi monsieur? On a ON, parce qu'évidemment, l'enfant va lire monsieur, qui est un exemple que j'ai vu la semaine dernière, vont lire femme, parce qu'ils vont lire littéralement ce qui est devant eux, n'auront pas cette habilité-là de reconnaissance de mots qui sont familiers. Femme, monsieur, fusil, même pour les adultes, ce sont des mots qui sont suffisamment familiers, mais qu'ils n'arrivent pas à reconnaître parce que la dyslexie lexicale va faire en sorte qu'on aura encore un obstacle là, devant nous. Pour compenser, si on veut, ils vont essayer de décoder syllabe par syllabe. C'est ce qui fera qu'on aura encore une fois mon, si, heure, parce qu'ils n'ont pas reconnu le mot globalement. Ils s'essaient en y allant par le décodage, chose qui va justement leur créer beaucoup plus de difficultés qu'autre chose. On a les mots irréguliers. Ce n'est pas nécessairement plus simple pour les mots réguliers. Vous avez sûrement peut-être déjà vu des enfants qui vont lire des phrases et le même mot qui revient dans la phrase, mais qui est lu différemment. Même chose à l'écrit. Ils écrivent le mot « dans », par exemple, des ANS, des ENT, et pourtant, le contexte devrait nous dire qu'est-ce qu'on aurait comme orthographe. En lecture, ce sera la même chose. Le même mot sera lu différemment dans la même histoire, même dans le même paragraphe, sinon dans la même phrase. Parce que chaque fois, le mot est un nouveau mot. Le mot leur revient pour la première fois. Donc, s'ils ont le mot régulier, une première fois, ça pourrait être régulier. La fois suivante, ça pourrait être régulière, mais ça pourrait être aussi régate, ça pourrait être aussi quelque chose de complètement inapproprié pour la phrase et ils vont quand même trébucher même s'ils ont vu le mot 2 ou 3 fois dans le paragraphe. La lecture, c'est-à-dire la dyslexie lexicale, va entraîner elle aussi une lecture qui sera très lente, très laborieuse, parce qu'on est constamment à essayer de donner du sens et à essayer de se retrouver dans la phrase. Puis l'enfant ne pourra pas utiliser le contexte parce qu'il n'aura pas accumulé assez d'informations sur la base des mots qu'il aura lus précédemment. Donc, cet exercice de recherche du sens fait qu'il va deviner les mots, s'essayer sur certains mots pour donner du sens. Et pendant ce temps-là, il est plutôt en train de perdre le sens de la phrase. Encore une fois, ça va causer des difficultés dans cette correspondance-là, graphème-phonème,
pour d'autres raisons, c'est-à-dire que comme ils ne reconnaissent pas le mot globalement, bien là, ils vont se mettre à essayer, à tenter toutes sortes de combinaisons. Puis ça va faire en sorte qu'ils n'arriveront pas nécessairement au résultat final. Cette dyslexie, ce type de dyslexie, on le retrouve chez environ 10 des personnes dyslexiques. Donc, vous voyez, beaucoup moins que le fameux 2/3 ou 67 qu'on avait tantôt. Un dernier commentaire. Tantôt, je vous mentionnais que la dyslexie phonologique était celle où on mettait l'emphase sur les yeux. Bien là, ils vont essayer d'y aller à l'oreille pour essayer de trouver une façon de reconnaître les mots puis d'entendre le mot juste pour être capable de compléter cette phrase-là ou donner du sens à la phrase qu'ils sont en train de lire. Pas toujours avec des bons résultats, là, justement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le mot. Ce que ça fait chez ces personnes-là, ben c'est ça. Ça sera un décodage qui sera purement phonologique parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître le mot globalement. En écriture, ben, ça va se traduire sur le même principe, une écriture qui sera aussi au son, qui sera là, phonologique elle-même. Donc, on va voir là, dans des dictées, dans l'écriture de phrases, des mots, là, plusieurs mots qui sont écrits de façon différente alors qu'on cherche toujours le même mot. Puis ça, c'est, je vous dirais, là, un des casse-têtes des parents, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que mon enfant vient de voir le mot, vient tout juste de l'écrire. On parle d'un mot de 4 lettres et pourtant, ça sera écrit de trois façons différentes dans la même phrase, avec des inversions, avec des confusions, des substitutions même de sons. Pourtant, c'est un mot qui est fréquent. Je peux vous dire le mot « avec » n'est pas toujours écrit de la bonne façon et pourtant, c'est un mot qu'on voit très souvent. C'est un mot qui est affiché un peu partout dans la salle de classe. Les enfants vont presque systématiquement écrire AVCE, donc vont inverser le E et le C, savent qu'il y a 4 lettres, savent que ce sont les lettres qu'ils ont besoin, mais n'arrivent pas à l'écrire. Même quand on lit AVCE, on devrait pouvoir savoir que ce n'est pas avec. Ces enfants-là n'arrivent pas justement à le reconnaître. Je mentionnais aussi, quand ils arrivent à écrire des mots irréguliers, là, ça pose tout autant de problèmes parce qu'ils ne seront pas capables de les reconnaître à la lecture. Donc, cette transformation, là, arrivée à l'écriture, ne sera pas mieux. Là. Écho est évidemment écho. Cœur, je ne sais pas comment ça peut être lu, mais si on essaie de décoder cœur, on va peut-être chaud heure, on aura là, toutes sortes de mots, mais un enfant qui n'est pas familier avec ce mot-là, les chances de bien l'écrire sont assez minimes. La même chose pour pied. Qu'est-ce qui fait que le ED, soudainement, a le son E, qui est à peu près un des seuls mots où on retrouve ce son-là écrit E, alors qu'eux ont appris 5 ou 6 façons différentes de créer le E, n'arriveront pas à reconnaître le mot pied. Une autre chose aussi, le maire, la mère, monsieur le maire, madame la mairesse, la partie mère sera toujours créative, sera toujours inventée parce que de façon systématique, ils ne vont pas pouvoir appliquer la règle selon le contexte de lecture. Dernier type, c'est vraiment là, une combinaison des deux. Donc, on a 23 là, qui nous restent. Qui ont le luxe d'avoir autant de difficultés, si on veut, sur le plan lexical et phonologique. Donc, ça entraînera là, des difficultés là, dans à peu près tous les contextes de lecture, auront de la difficulté à traiter phonologiquement l'information, mais ne pourront pas non plus se servir de leur lexique pour une reconnaissance globale. Donc, ils n'ont rien sur quoi reposer leur traitement de l'information visuelle pour arriver à une lecture qui est celle qui est attendue. Ce qu'on voit, si on parle de la dyslexie là, en termes de prévalence, combien de personnes à peu près dans la population, ça varie beaucoup. Ça dépend, je vous dirais, des études. La majorité des études sont faites aux États-Unis. Je vous dirais, là, près de 75 nous viennent des États-Unis. Donc, chez nos amis anglophones, là, États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, on voit une prévalence entre 2,3 jusqu'à 12 En France, on a fait d'autres études sur
des cohortes un peu moins grandes, on n'avait pas les mêmes groupes, puis surtout, on n'avait pas les mêmes critères d'évaluation diagnostique. On voyait quand même une prévalence de 6 à 8 donc, je pense qu'on peut certainement penser que entre 6 et 10 des personnes auront une dyslexie, en sachant que la dyslexie est le trouble d'apprentissage qui est de loin le plus fréquent. On parlera d'environ 80 des gens qui ont un trouble d'apprentissage. Si on se disait en lecture, écriture ou mathématiques, bien, il y en aura 80 dans ce groupe-là qui aura une difficulté qui sera en lecture. Donc, on parlera de dyslexie. Alors, si je regarde certaines des questions que vous m'avez posées, une première question, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre des erreurs enfantines, donc des erreurs qui sont vraiment appropriées pour le développement, et la dyslexie? Je vous dirais, il y a un développement régulier, si on veut, de l'apprentissage des sons. Et donc, c'est en connaissant là, le moment de l'apprentissage des sons, le moment de l'apprentissage, imaginez, on apprend d'abord les lettres, ensuite le son des lettres, qu'on appellera des sons simples, et graduellement, on ira vers des sons plus complexes, jusqu'aux sons là, vraiment les plus complexes, qu'on appelle les diphtongues. Donc, imaginez, son des lettres, les fameuses voyelles tout d'abord, ensuite les consonnes avec les différents sons. Imaginez que, par exemple, le C, on a un C doux, un C dur, c'est-à-dire le S ou le K. Donc, tout ça est au début du développement. Donc, des erreurs chez l'enfant plus jeune. Le plus jeune, à ce moment-ci, on parle de la maternelle début première année. Là. Sur les sons simples, c'est encore acceptable. C'est quelque chose qui est en lien avec le développement normal. Si on a un enfant de troisième année qui a des difficultés avec ces sons-là, là, on va parler de dyslexie, on va parler de difficultés qui sont plus sévères parce que arrivé en troisième année, l'enfant aurait dû maîtriser tous les sons. Là, si je vais à l'extrême de la complexité, ce sont là, les fameux sons, les diphtongues comme le ouï, œil, aïe. Ces sons-là qui sont à la fois plus complexes à écrire, plus complexes à reconnaître et qui ont un orthographe aussi qui peut varier. Là. Aïe peut être le AIL, mais on pourrait avoir HAIL, AILLE, et ainsi de suite là, pour d'autres sons comme ouïe, œil, et ainsi de suite. Là. Donc, ces sons-là, on se donne jusqu'à la troisième année. L'enfant de première année qui n'a pas encore maîtrisé ces fameux sons-là, on va parler d'erreurs enfantines, c'est-à-dire d'erreurs qui sont propres au développement. Mais c'est vraiment dans cette séquence-là, si on veut, qu'on peut l'identifier. Une autre question. Quelle attitude adopter lorsque l'enfant lit et justement trébuche et fait certaines erreurs? Le danger, c'est à la fois de toujours le reprendre et là, soudainement, on se met à affecter l'estime de soi, on se met à affecter son intérêt pour la lecture. Et une autre position à l'autre extrême, c'est-à-dire ne jamais le reprendre. Et là, ben, l'enfant s'enlise, si on veut, dans les erreurs. Donc, il faut vraiment naviguer selon son enfant. À quel rythme est-ce qu'on va corriger? Vous pouvez choisir, admettons que l'enfant fait systématiquement des erreurs à tous les mots, bien, vous choisissez certains sons qu'ensemble, vous corrigez, vous travaillez, et ce sera un peu, on va dire, le son du jour. C'est-à-dire que si l'enfant confond les E, les on, les en, les in, puis c'est ce qu'il est en train de lire, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école, si vous les corrigez tous, l'expérience de lecture de cet enfant-là sera seulement toujours un exemple de correction. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus enlever le goût, puis enlever à l'enfant cette idée-là qui peut devenir un lecteur, même s'il ne l'est pas à ce moment-là. Quelqu'un demandait aussi, est-ce qu'il faut adapter la lecture, mettre en couleur les syllabes? Une chose qu'on voit souvent, c'est la fenêtre de couleur. C'est que vous avez un peu comme une règle de couleur. Ça peut être une règle jaune, verte, un certain bleu. Certains enfants arrivent mieux à lire, à décoder ce qu'ils voient quand il y a cette couleur-là qui est mise par-dessus. Je vous dirais, là, la science est un peu partagée là-dessus. On a des données qui nous disent que certains enfants réagissent bien à certaines couleurs. Ce n'est pas toujours la même couleur.
ce n'est pas non plus systématique, c'est-à-dire qu'on met une couverture, une règle jaune et soudainement l'enfant arrive à tout lire parfaitement. Ce n'est pas exactement comme ça et c'est ce qui fait que l'idée de la couleur, oui, ça aide parce qu'on on mentionnait tantôt là, cet aspect-là visuel qui est important, mais ce n'est pas la panacée. Là. Ce ne sera pas la correction, puis on ne va pas se mettre à donner là, des règles jaunes, vertes ou bleues à tous les élèves qui font des inversions. Dernière question pour ce qui est de la définition. On demandait d'expliquer la dyscalculie et la dysorthographie et comment c'est retrouvé par rapport à la dyslexie. Donc, la dyslexie, c'est vraiment cette difficulté-là en lecture. La dyscalculie, c'est ce qu'il y a de plus différent, si on veut, parce que c'est une difficulté en mathématiques. Donc, c'est vraiment une difficulté de compréhension des différents aspects de l'apprentissage des mathématiques. Quand on parle de dysorthographie, et vous avez le mot orthographe, là, c'est vraiment des difficultés à épeler. C'est vraiment dans l'orthographe des mots où on voit encore là des confusions, un peu encore des inversions, confusion de lettres, confusion de sons, mais vraiment dans l'aspect orthographe. Un autre qu'on aurait pu mettre ici, c'est la dysgraphie. Et là, ce sera vraiment là, un trouble qui est de l'écriture dans son ensemble. Et il y a certainement un lien important entre dyslexie et dysorthographie, dyslexie et dysgraphie, un peu moins avec la dyscalculie, mais il peut certainement quand même y avoir des liens. Je mentionnais tantôt l'inversion des chiffres, là. Par exemple, le 6 et le 9. L'enfant qui veut écrire 12 écrira 21. Ce type d'inversion, ce comportement-là, ça apparente certainement à la dyslexie. Quand c'est dyscalculé, l'impact sera sur les mathématiques. Je pense que là, on peut prendre des questions là, sur cette première partie. J'ai une question qui est arrivée. Oui. Est-ce qu'un enfant dyslexique aura plus de difficultés dans l'apprentissage d'une langue étrangère? Comme tu le disais, on est vraiment dans un endroit où le bilinguisme, ça fait partie des préoccupations des parents. Est-ce que ça a un impact dans la dyslexie sur cet apprentissage? Là, il y a deux questions. Oui, ça a un impact. Est-ce que ça rendra ça plus difficile? Pas nécessairement. C'est-à-dire que ce comportement-là dyslexique se retrouvera dans toutes les langues. Il faut savoir qu'il y a certaines langues qui sont beaucoup plus faciles à apprendre, les langues qui sont plus transparentes. Pensez à l'italien ou à l'espagnol, où vraiment on a tellement moins d'exceptions qu'on peut en avoir, disons, seulement en français et en anglais. Donc, on verra le même comportement, c'est-à-dire il y aura inversion, il y aura le même genre d'erreur de décodage, mais certaines langues seront beaucoup plus faciles à apprendre parce qu'il y a seulement imaginez, en anglais, on a, je crois que c'est un petit peu plus que 40 phonèmes. Je crois que c'est 44 phonèmes. On a au-delà de 1200 façons de produire les 44 phonèmes. En italien, on a 24 phonèmes. On a seulement 32 façons de les créer. Donc, imaginez là, en termes de transparence, donc selon la langue qu'on veut apprendre. On n'est pas dans la même complexité. C'est pas, non, non. Et il y a des langues qui, justement, ont des degrés de complexité qui dépassent la présentation écrite, là. Si on pense aux structures de phrases, si vous connaissez l'allemand, la position, si on veut, sujet, verbe, complément, elle n'est pas la même que pour nous en français. C'est un peu, en fait, en anglais aussi. Imaginez, il y a des langues comme ça qui ont différentes règles, une grammaire, une syntaxe qui est autrement plus complexe que la nôtre. Merci. On a une autre question. Comment aider un enfant qui a une dyslexie phonologique pour améliorer son niveau de lecture? Est-ce que ça, c'est dans la troisième partie? Oui, on va en parler un peu. Il est déjà 8h36, alors je te propose qu'on essaye de passer rapidement à la partie 2. On garde la question de Carole pour tout à l'heure. Et donc, je vais passer très rapidement sur l'évaluation. Donc, l'évaluation se fait habituellement par un psychologue. On a à l'occasion des médecins qui vont diagnostiquer dans certains endroits, pas nécessairement ici dans la province, mais dans certains autres endroits, l'orthophoniste va diagnostiquer la dyslexie. Pour nous, la plupart du temps, c'est fait par une psychologue là, en milieu scolaire ou en pratique privée. Ce qu'on fera pour arriver à cette évaluation-là, on va passer à travers différents tests, entrevues, questionnaires où on mesure le potentiel intellectuel. On veut s'assurer que l'enfant n'a pas une déficience intellectuelle qui expliquerait
la difficulté en lecture. On regarde le rendement académique et là, c'est vraiment central pour ce qui est du diagnostic de la dyslexie. Donc, c'est vraiment cette mesure-là des habiletés en lecture, écriture, mathématiques qui vont nous permettre de déterminer quel aspect de la lecture est problématique. Est-ce que c'est le décodage? Est-ce que c'est la fluidité? Est-ce que c'est la compréhension? Et on aura les mêmes principes pour écriture et mathématiques. On regardera aussi les habiletés sociales, émotives, comportementales, fonctions exécutives pour s'assurer que les difficultés de lecture ne s'expliquent pas plutôt par de l'anxiété, par exemple, par un déficit de l'attention ou par d'autres difficultés là, émotives. La dépression aura un impact là, majeur sur les habiletés d'apprentissage. Donc, on va aussi mesurer ça dans le cadre de l'évaluation. Je vais vous laisser les diapositives, puis vous allez pouvoir lire là, comment est-ce qu'on mesure le potentiel. Simplement dire que c'est assez important de mesurer certaines habiletés spécifiques, notamment la compréhension verbale, le raisonnement, puis aussi le traitement d'informations visuelles et auditives qui feront toute partie de la mesure du potentiel, parce que vous pouvez voir le lien direct avec ce que j'ai expliqué tantôt pour ce qui est de la dyslexie. Habiletés de mémoire à long terme et court terme seront aussi importantes. Le rendement, comme je disais, est central vraiment à l'évaluation. C'est ce qui va nous permettre d'identifier où se trouve la dyslexie, puis aussi à quel degré de sévérité est-ce qu'on parlera de dyslexie. Puis on mesurera aussi les autres habiletés pour savoir est-ce que l'enfant a simplement des difficultés en lecture ou est-ce qu'il y a aussi avec ça des difficultés côté écriture ou mathématiques. Je vais parler un peu de l'aspect émotif qui va jouer. Vous pouvez voir là, toutes ces habiletés-là ou ces aspects-là du fonctionnement auront un impact sur l'apprentissage de l'enfant et donc pourraient agir, si on veut, comme filtre qui empêche l'apprentissage de la lecture et donner l'impression qu'on parle de dyslexie alors que c'est plutôt l'anxiété ou même le trouble d'attention qui est en train de s'exprimer. Une question qu'on avait sur l'évaluation, donc on pourra revenir tantôt à celle sur l'intervention. Je vais tout de suite passer. Est-ce possible pour le CSF de faire ces évaluations-là? Certainement, les conseils scolaires ont toujours ou ont généralement des psychologues qui font des évaluations spécifiquement pour déterminer est-ce que l'enfant a un trouble d'apprentissage en lecture, écriture ou mathématiques. Ce que vous allez entendre si vous faites la demande, puis ce sera vrai au CSF ou ailleurs, c'est qu'il y a des listes d'attente qui sont généralement en 2 et 4 ans. Donc, oui, ils peuvent faire ces évaluations-là. La liste d'attente, elle est très longue et pour ceux qui sont familiers avec la COVID, je ne pense pas que ça aurait aidé les listes d'attente ici. On dit à quel âge est-ce qu'on peut déceler? Je vous dirais qu'on commence déjà à avoir des symptômes, si on veut, dès la maternelle première et graduellement, on va voir que ces symptômes-là vont soit s'intensifier ou ne vont pas s'améliorer. Et la plupart du temps, là, vers la 2e année ou 3e année, c'est là où on va voir là, le plus souvent des enfants qui seront évalués. Plus souvent en pratique privée parce que les parents vont choisir eux-mêmes d'aller chercher une évaluation. Les conseils scolaires, du fait de la liste d'attente, risquent d'évaluer le plus vers la 3, 4, 5e année, là, selon les situations. Donc, la partie... Oui? J'ai quelques questions qui sont situées au niveau du diagnostic. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la dyslexie et le TDAH? Oui, certainement. Les enfants qui ont un ou l'autre, il y a une comorbidité, si on veut, des deux diagnostics qui varie, là, je vous dirais, entre 25 et 70 des situations. Donc, selon l'intensité d'un trouble, on va voir là, vraiment une concomitance des deux jusqu'à facilement 70 C'est-à-dire que l'enfant qui a le TDAH aura un trouble d'apprentissage, mais l'enfant qui aura un trouble d'apprentissage risque très fortement d'avoir aussi un TDAH. Il y a une deuxième question concernant le diagnostic et justement l'identification de la dyslexie. Est-ce qu'il y a plus de chances de retrouver de la dyslexie si un enfant a un retard de langage, par exemple un bégaiement ou des choses en lien avec le langage? Oui. Il y a deux choses. Bégaiement, c'est un trouble de la parole.
Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui aura justement une très grande correspondance, un peu comme le TDAH pouvait avoir. S'il y a un trouble du langage, certainement qu'il peut y avoir un lien à faire selon le type de trouble du langage. Oui, mais en sachant que le trouble du langage est beaucoup plus rare, si on veut, que la dyslexie. Le trouble Oui, du vous disiez que langage, c'était là, le trouble le plus, la dyslexie, c'est le trouble de l'apprentissage le plus fréquent, c'est ça? Oui, oui, certainement là, dans 80 des cas, mais même dans l'ensemble de la population, comme on voyait, on parle jusqu'à environ 12 selon les études, selon les pays, 12 tandis que quand on parle d'un trouble du langage, la prévalence là, est plus près là, d'à peu près 5 ou 7 là, selon le trouble. OK. Merci. Donc, si on regarde justement dans la partie intervention, vous voyez là, que quand on parle d'intervention, ce n'est pas simplement la lecture, puis on va faire du décodage. Là. La dyslexie aura un impact sur plein d'aspects de l'apprentissage. On mentionnait lecture, oui, dans son ensemble. Ça veut dire lecture, là, imaginez dans des situations quand l'enfant apprend les sciences humaines, se met à faire des cours pour le contenu, comme on voit au secondaire, ça aura un impact important. Ça aura un impact aussi sur les capacités de mémoire, ça aura un impact sur l'écriture, sur la capacité en orthographe, par exemple, en dictée, puis ainsi de suite. Là, vous pouvez voir un peu là, tout ce que ça peut avoir comme impact. Il faut donc intervenir sur tous ces aspects-là. La personne qui intervient habituellement sera l'orthopédagogue dans une école. Donc, c'est la personne qui est choisie, qui est celle qui va fournir les interventions. Parfois, les parents vont aller chercher aussi du tutorat. Vraiment, si on veut que l'intervention là, soit rentable, ce sera vraiment une question de qualité de l'intervention, mais aussi de sa fréquence. On voit parfois là, une intervention où c'est une fois par semaine, l'enfant voit l'orthopédagogue. Je ne compterai pas beaucoup sur des résultats là, garantis à ce rythme-là. Je vous dirais que l'idéal serait une intervention d'une trentaine de minutes, 5 jours par semaine. Puis là, je vous parle d'un idéal. S'il vous plaît, allez pas au CSF demain pour le demander parce qu'ils vont me fusiller. Mais c'est vraiment là, cette idée-là de la fréquence, d'abord. Mais ensuite de ça, si on se met à intervenir à tous les jours, il faut s'assurer aussi qu'on mesure les progrès. Ce n'est pas une intervention qui commence aujourd'hui, puis on verra bien en juin si ça a bien fonctionné. Non, il faut vraiment le mesurer, puis de façon très régulière, je vous dirais au moins aux 2 semaines. Je vais vous montrer un peu le modèle de ce type d'intervention-là. Alors, comment est-ce qu'on se met à intervenir? D'un, là, il faut voir le niveau de l'enfant. Il y a un type d'intervention là, qui sera plus maternelle première chez les plus jeunes avec tout ce qui est le début des habiletés de pré-lecture et ensuite là, les habiletés de base. Je vous disais, les lettres, le son des lettres et graduellement, on y va vers du plus complexe. Quand on arrivera aux enfants un peu plus vieux, puis plus on s'approche du secondaire, puis une fois rendu au secondaire, bien là, on va travailler la lecture en fonction de l'apprentissage en lien avec la compréhension. On va mettre de côté le décodage parce que l'enfant fait une lecture silencieuse, puis on va vraiment se concentrer sur la compréhension, c'est-à-dire développement de vocabulaire, reconnaissance globale. On aura travaillé, on sera à travailler là, vraiment un autre aspect des habiletés en lecture. Et évidemment, tout ça va progresser avec l'âge. Les interventions qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment en conscience phonologique. Vous vous souvenez tantôt, 67 des dyslexies sont des dyslexies phonologiques. Donc, on va vraiment mettre l'emphase sur cette conscience phonologique-là, ce lien entre les graphèmes phonèmes. Certaines approches connues, on pense à Borel-Maisonnி en français, qui serait, c'est pas la même chose, mais qui serait comme un équivalent du Orton-Gillingham en anglais. Donc, vraiment des approches multisensorielles où on ne va pas simplement mettre l'emphase sur le phonologique ou sur le visuel ou l'auditif, mais on aura aussi du gestuel, on aura de l'aspect kinesthésique qui va embarquer, donc qui va ajouter à l'apprentissage.
Et comme je mentionnais tantôt, surtout avec des enfants un peu plus vieux, là, on va vraiment aller pour la reconnaissance globale, c'est-à-dire le développement du lexique, du vocabulaire, pour que l'enfant reconnaisse les mots, donne du sens dans la phrase et puisse reconnaître que, par exemple, la personne portait un chapeau et ne portait pas un chameau. Donc, ce sera une autre approche. Deux types de voix, si on veut, dans l'intervention. Comment est-ce qu'on arrive à aller rejoindre ces enfants-là? La voix lexicale ou celle qu'on appellera là, la voix d'adressage, où on travaillera reconnaissance globale des mots pour essayer d'obtenir une lecture qui est plus rapide parce que là, elle sera plus syllabique, elle sera vraiment mot à mot, donc elle risque d'être plus fluide. Et ensuite, on a aussi la voie d'assemblage, qui est celle-là qui est phonologique. Et là, c'est vraiment d'être capable de reconnaître les mots par syllabe, c'est-à-dire qu'on ne confond plus les syllabes, on évite les inversions. Parce qu'on connaît les syllabes, on connaît les sons et on peut rapidement voir un mot comme assemblage. On ne dira pas assemblage. Rapidement, on aura assemblage. Quand je dis rapidement, là, on va souhaiter que ça se fasse en moins de 3 secondes. Ça, c'est vraiment quand on parle de mots isolés. Parce que, comme je mentionnais, on parle plutôt d'un dixième de seconde là, avant que l'œil, par réflexe, passe au mot suivant. Donc, l'intervention ressemble à ça. Dans un premier temps, on aura une évaluation. On veut savoir là, quel est le point de départ de l'enfant. On amorce une intervention. Imaginez l'idéal, 5 jours semaine, 30 minutes par jour, et on évalue les progrès. Systématiquement, disons, aux 2 semaines, est-ce que l'enfant progresse tel qu'attendu? Si oui, on continue l'intervention, mais en revenant toujours aussi à l'évaluation des progrès et ainsi de suite dans cette boucle-là, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet objectif. Par exemple, à la fin de la 2e année, l'enfant peut lire au niveau 2e année et ainsi de suite à mesure de la progression. Question sur l'intervention. Marie, est-ce que tu veux poser les questions et ensuite on pourra regarder celles qu'on a ici? Oui, très bien. Donc, il y a la question qui est venue tout à l'heure. Comment aider un enfant qui a une dyslexie phonologique pour améliorer son niveau de lecture quand on est un parent? C'est justement là, travailler dans cette reconnaissance des sons, cette reconnaissance, ce lien-là, la correspondance, le graphème-phonème. Donc, souvent, c'est la surlecture, c'est-à-dire qu'on pratique, la fameuse carte éclair, c'est une bonne façon. Ça dépend aussi beaucoup de l'âge de l'enfant. Vous voyez, là, on a ici l'exemple d'un enfant de 11 ans. Bien, certainement que l'approche ne sera pas la même si l'enfant a 11 ans. Donc qui est possiblement en 6e année, plutôt qu'un enfant, là, si je prends dans la question, si l'enfant il est en 1re, 2e année, c'est là qu'on aura cette surlecture, qu'on travaillera là, vraiment les habiletés de base, là, lettres, sons des lettres, sons qui vont devenir de plus en plus complexes, là, avec répétition. Là. Puis c'est vraiment cette idée-là, là, si on parle de lecture répétée, répétition. Si l'enfant a 11 ans, on sera déjà rendu là, vraiment dans l'apprentissage plus global. On va utiliser une approche qui sera plus lexicale. L'enfant risque d'à peu près plus faire de lecture à haute voix. Donc, on va travailler la compréhension. L'enfant lit un texte et on pose des questions sur le texte pour s'assurer de sa compréhension. On voit on demande à l'enfant de souligner les mots qui ne sont pas compris et de là travailler le développement du vocabulaire là, à arriver à cet âge-là. Et une question annexe par rapport à la façon dont, en tant que parent, on peut aider nos enfants. Il y a des livres, en fait, qui sortent et qui sont présentés spécifiquement pour des dyslexiques. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, ne va pas aller dans le sens du progrès de l'enfant? Je ne suis pas certain. Là, quand on dit des livres spécialement pour les dyslexiques, souvent, un type de livre là, qu'on va dire qui sont pour les dyslexiques, ce sont des livres à vocabulaire restreint, mais à intérêt élevé. C'est-à-dire qu'il y aura moins de mots par page, c'est une façon de le décrire, mais le niveau d'intérêt sera en lien avec le niveau de développement de l'enfant. Donc, si on prend cet exemple ici de l'enfant de 11 ans, bien, on ne va pas lui faire lire des histoires d'oursons perdus dans la forêt, comme on verrait avec des enfants plus jeunes. On aura un livre qui sera, qui va parler des jeux vidéo, qui va parler des intérêts, mais avec
un vocabulaire plus spécifique, moins de mots par page, donc on n'aura pas de longs chapitres. Là, on ne parle pas là, de Balzac et d'une description là, à n'en plus finir, mais vraiment du vocabulaire ciblé à son niveau d'âge, son niveau d'intérêt. Donc, si c'est de ça qu'on parle, certainement que c'est une bonne idée. Je pensais plus, en fait, c'est parce que j'ai vu passer des informations sur Internet concernant des livres où il y avait un formatage, genre par exemple des mots qui vont, une partie du mot qui est mis en gras pour faciliter la lecture du mot. En fait, je Ah, pensais plus d'accord. à des Oui, choses oui. comme ça. Oui. Oui, certainement que ça peut aider, mais encore là, ça dépend à quel âge, là. Ça dépend pour quel type d'enfant là, on parle. Plus jeune, oui. Graduellement, là, on va s'éloigner de ça. J'ai une dernière question qui est peut-être plus au niveau du diagnostic. Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre la dyslexie et des causes anatomiques, comme par exemple des problèmes dans les yeux? Très bonne question. Je vais essayer. Non, je ne vais pas essayer d'être bref, ça ne marchera pas. Oui. Sauf que je peux vous dire, avec expérience, très, très souvent, on a certaines personnes qui font des évaluations, justement, des habiletés visuelles et vont fournir, sont généralement là, les personnes qui fournissent aussi l'intervention. Je peux vous dire avec les années que je n'ai jamais entendu un parent me dire oui, oui, l'intervention visuelle a produit là, un progrès là, incroyable, inespéré. Non. Donc, oui, il peut y avoir certainement un lien parce qu'on parle de traitement visuel et c'est important de dire qu'on parle de traitement visuel et non d'acuité visuelle. Évidemment, si l'enfant a de la difficulté à voir, ben, c'est certain que le verre correcteur sera la solution, là. Mais on parle plutôt ici de traitement de l'information visuelle. Donc, l'acuité, elle est juste. L'enfant, c'est 20 sur 20. Il y a précision. Mais la difficulté, elle est plus dans comment ce traitement-là visuel, quand ça passe dans le filtre du cerveau, va produire justement le mauvais son, les substitutions et toutes les erreurs qu'on a vues. Une dernière question du clavardage. Est-ce qu'il y a des exemples de dyslexie en chinois ou japonais? Bonne question. Je ne suis pas familier. Joker? Moi, je présume que oui. Parce qu'encore là, on parle de traitement visuel, puis même si justement, eux n'ont pas une écriture qui est alphabétique, elle est iconique, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a à traiter des images et le risque d'inversion, le risque de confusion et imaginez tous les détails, si on veut, dans la formation des lettres, un peu sur le même principe, des difficultés qu'on voit où l'enfant confond certaines lettres qui sont tellement près ben, on peut facilement imaginer la même chose en chinois, en japonais, en arabe et ainsi de suite, là. Donc, ces écritures là, qui sont très différentes des nôtres. Et imaginez ce qui est bon. En cyrillique, il y a plusieurs lettres qui sont inversées, mais qui sont les bonnes pour eux, là. Pensez au N inversé, au R inversé, qui sont des lettres. J'imagine qu'ils ont d'autres sortes de confusions là-bas, là. C'est clair. Du coup, j'ai peut-être une nouvelle question. Il y avait une autre question ici. On demandait là, comment accompagner l'enfant dans son travail de prononciation. Si l'enfant a un zozotement, c'est des syllabes inversées. Donc, disons, zozotement, on va parler d'un trouble de la parole. Donc, ce ne sera pas nécessairement là, la dyslexie. C'est vraiment, ce sera une intervention en orthophonie qui va permettre de corriger la production du son. Ce n'est pas une erreur en lecture. C'est vraiment... pensez tous les enfants qui ont de la difficulté, soit avec les R, le R qui devient un W, là, comme le fameux wabbit au lieu de rabbit. Ce n'est pas de la dyslexie, c'est vraiment un trouble là, de la parole à corriger comme tel. Tandis que quand on parle de syllabes inversées ou bien de confusion, là, on parlera de dyslexie, l'intervention elle sera différente. Oui. Il y avait une autre question. Moi, j'ai eu quelques questions quand tu parlais de l'évaluation. Tu disais en fait que ça pouvait être évalué généralement par un psychologue et tu disais aussi peut-être par un médecin. Alors, est-ce que
quel est le parcours de santé? Est-ce qu'on passe par le médecin de famille? Est-ce que parfois certains médecins de famille ont une spécialité qui permet de diagnostiquer la dyslexie? Ça m'a un peu intrigué, ça. Pas nécessairement, sauf que les médecins, de façon générale, ont un pouvoir diagnostique qui est global. Donc, ils peuvent, sur la base d'observations, d'échantillons de lecture ou d'écriture, arriver à ce diagnostic-là. Comme je dis, c'est plutôt rare. La plupart du temps, quand eux reconnaissent certains symptômes, vont référer là, au psychologue. Puis pour ce qui est d'un psychologue, une psychologue, on peut les voir là, par autoréférence, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être référé là, par n'importe qui. Là. On peut aller soi-même. Là. La même chose dans le système scolaire. Là. Eux, souvent, l'équipe école va déterminer les priorités de l'école et dire, ben, tiens, ces enfants-là seront ceux qu'on va évaluer cette année. Habituellement, parce qu'ils ont à l'esprit cette idée-là d'une ce qu'eux appellent une désignation, pas nécessairement un diagnostic, mais une désignation de troubles d'apprentissage. Donc, eux vont générer ces références-là. Donc finalement, avec les délais annoncés par rapport au CSF actuellement, quelqu'un qui souhaite vraiment avoir un diagnostic rapide de son enfant, est-ce que tu lui conseillerais de prendre directement rendez-vous avec un psychologue, avec son médecin de famille pour être référé à un psychologue? Qu'est-ce que tu conseillerais? D'un, comme je mentionnais, pas besoin de passer par le médecin de famille. Vous pouvez communiquer directement avec un psychologue. Puis, on mentionne le CSF, là, c'est pas seulement au CSF. Là. Je pense à tous les enfants qu'on voit là, qui sont en immersion, et évidemment, tous les enfants anglophones. Les conseils scolaires dans l'ensemble là, de la province là, ont ces listes d'attente, là, comme je dis, de 2 à 4 ans. Je ne connais pas de conseil scolaire qui aussitôt qu'ils reçoivent une demande d'évaluation, ah, ben d'accord, 3 décembre, je peux m'en occuper. Ça ne se passera pas comme ça. C'est vraiment des listes qui sont préparées, qui sont mises en ordre de priorité à chaque année et qui sont aussi dynamiques, là, qui changent. Donc, votre enfant peut être le premier sur la liste et soudainement, il s'en évaluera 2 ou 3 autres avant lui. Là. Et inversement. Oui, selon les priorités. Je vous dirais aussi que ce qu'on entend souvent en pratique privée, c'est que les parents viennent parce que justement les conseils scolaires leur disent ah, ben, votre enfant ne fait pas partie de la liste ou nous, on évalue seulement 3 enfants dans notre école cette année. Donc, ça ira dans X années, 2, 3 ou 4 ans. Donc finalement, le parent va aller voir l'école où l'équipe éducative va discuter avec le parent en ayant noté la dyslexie. Et puis, en fonction, c'est un dialogue finalement entre les parents et l'équipe éducative pour voir quand le diagnostic pourrait être fait au sein de l'école pour que le parent, s'il le peut, s'il le souhaite, éventuellement fasse le diagnostic dans le privé. C'est à peu près ça le parcours. Oui. En sachant, pardon, un commentaire, parce que ce qui est important de savoir, c'est que pour certains conseils scolaires, il n'y a pas d'intervention avant d'avoir une désignation, c'est-à-dire avant d'avoir l'évaluation. Donc, les enfants qui reçoivent les services sont ceux qui auront été priorisés par le biais d'une évaluation. Ce n'est pas partout comme ça, mais certainement un bon nombre de conseils scolaires dans la province, surtout quand on arrive au secondaire, notamment parce que comme on aura commencé à évaluer en deuxième, troisième, quatrième, arrivé au secondaire, là, on avait commencé la deuxième année, on avait une dizaine d'enfants qui ont été évalués. Une fois arrivé en septième, huitième année, on en aura évalué peut-être une cinquantaine là, de la même cohorte. Mm-hmm. Donc, ils vont dire seulement ceux évalués auront des services. Il y a une question dans le chat. Combien de temps faut-il pour faire un diagnostic, ensemble des tests, entretiens, etc., en système privé? Je vous dirais, l'ensemble du processus là, pourrait prendre de 4 à 8 semaines. Ça dépend. Imaginez, là, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent prolonger, si on veut, penser tout de suite à la disponibilité. On a eu ces derniers mois là, tout ce qui était autour de la COVID, donc comment les gens eux-mêmes pouvaient être disponibles, les psychologues, leur disponibilité. Quand est-ce qu'on peut voir les enfants aussi? Certains préfèrent qu'on les voit à certains temps de la semaine, de l'année. Est-ce qu'on peut la fin de semaine?
Donc, il y a vraiment une question d'agencement de l'horaire. Et il y a aussi le processus lui-même, c'est-à-dire qu'on a les entretiens, on a la partie évaluation, testing et rédaction de rapport. Je vous dirais, la rédaction du rapport prend au moins autant de temps que le testing lui-même, que toute l'évaluation, parce que c'est à la fois la correction et l'analyse des résultats pour arriver à produire des recommandations. Donc, c'est facilement, je vous dirais en moyenne, là, un bon 6 semaines. Là. Et puis tu disais qu'on évalue aussi les fonctions exécutives. Donc est-ce que suivant ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, il peut y avoir des tests qu'on souhaite peut-être plus poussés ou faire des tests spécifiques en fonction de ce qu'on découvre au fur et à mesure? Certainement, oui, parce qu'il existe une batterie de base. Je mentionnais tantôt là, le potentiel, le rendement, certaines habiletés là, émotives et fonctions exécutives. Mais à mesure qu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, je prends l'exemple de l'anxiété, disons. Bien, si on a vu dans un premier dépistage que l'anxiété est un facteur important, bien, on va essayer de voir est-ce qu'on a besoin de parler d'un diagnostic de trouble anxieux. La même chose si on parle de trouble de l'attention, trouble dépressif, ainsi de suite. Donc, on va ajouter des tests pour... Ultimement, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir un portrait global le plus juste possible du fonctionnement de l'enfant là, dans son ensemble. Pas simplement comme apprenant, comme lecteur, mais vraiment dans tout ce qu'il est. Parce que, oui, la lecture aura un impact, mais ça aura un impact sur son estime de lui-même, comme je disais, sur sa perception de lui-même comme apprenant, sur aussi son expérience scolaire. La lecture, on la retrouve partout. Donc, on veut voir quel aura été l'impact de ces difficultés-là. Il y a une dernière question qui arrive dans le chat. Est-ce qu'un enfant anglophone qui est en immersion française devrait être évalué plus tard qu'en troisième année? Très bonne question. Moi, je soupçonne une enseignante d'avoir posé cette question-là. Parce que c'est vraiment là, un phénomène qu'on retrouve très souvent dans les écoles anglophones qui ont l'immersion. Ce qu'on va nous dire, c'est qu'il faut attendre en cinquième année avant d'évaluer les enfants. Le principe derrière ça, c'est qu'ils souhaitent attendre que l'enfant ait suffisamment été exposé aux apprentissages en anglais, qui commence habituellement en quatrième année. Un autre principe qui est derrière ça, c'est le développement des habiletés langagières chez la personne qui apprend une deuxième langue. Puis là, on veut voir le niveau qu'on appelle, disons, cognitif avancé, qui met 5 à 7 ans à se développer. Donc, l'idée de la cinquième année, c'est que c'est passé 5 ans d'exposition minimum à l'apprentissage. Et de là, ben, on se dit on peut aller évaluer parce qu'ils vont choisir d'évaluer en anglais seulement. Je pourrais, là, j'aurais tout un diatribe de ce côté-là aussi. Parce qu'imaginez que si l'enfant est en immersion, a été scolarisé en français seulement avant la quatrième année. Puis là, quand on parle de toutes ces habiletés de base-là, ben, c'est vraiment entre la maternelle et la troisième année que ça se joue. Si on se met à évaluer en cinquième année seulement ou même plus tard, ben, on vient vraiment d'oublier tout ce qui est intervention précoce. Là. Parce que arrivé à la cinquième année, si on se dit que c'est l'âge souvent où on va l'évaluer, ce qu'on va choisir de reconnaître, ah tiens, oui, l'enfant a une dyslexie, on va intervenir, puis là, on sera rendu en sixième année pour commencer à intervenir. Et l'année suivante, l'enfant passe au secondaire. Donc, on aura eu une année d'intervention par opposition à un enfant qui aurait été évalué, disons, en deux, troisième année, qui, lui, aura bénéficié de 3 ou 4 ans d'intervention à une période critique parce que s'il est en deuxième année, il est encore dans cette fenêtre-là des apprentissages là, de base, là, des sons. L'enfant développe les apprentissages en lecture plutôt que d'utiliser la lecture pour faire des apprentissages. Donc, tout ça se passe troisième année ou avant. Donc, je ne suis pas un fervent d'attendre. Le plus tôt, c'est le mieux. Oui, jusqu'à un certain point. Ce n'est pas simplement une question du plus tôt. Là. Il y a comme un temps là, critique dans le développement. Je vous dirais, la majorité des enfants que je vois sont en deuxième année, troisième année. Là. Enfants de 8 ans, là, je connais tous les Pokémon.
Ok, merci beaucoup Serge pour la présentation. On arrive sur la partie questions-réponses. On a un petit peu empiété, mais on était déjà dans des questions-réponses, donc on va dire que ça va. À partir de là, si vous souhaitez poser directement vos questions à Serge, n'hésitez pas à remettre vos micros et vos caméras. Ça sera coupé au montage, à moins que tu veuilles conclure avant, Serge, peut-être. Je vous dirais en conclusion, puis les diapositives là, sont disponibles. Là. Donc, c'est vraiment là, un peu, je reprends là, tout ce qui a été dit. Donc, non, je pense que c'est peut-être mieux là, de se lancer dans les questions.